J'ai très vite compris que tout me faisait peur et que si j'écoutais ces peurs, en gros, j'allais rester enfermée chez moi et ne jamais sortir de chez moi. Tu évoques aussi les violences conjugales dont tu as été victime. Quand je montais sur scène en larmes, en disant à toute mon équipe « je vais pas pouvoir y aller, je peux pas y aller », j'étais encore amoureuse et c'était très compliqué, mais il y a une sorte d'instinct de survie qui était plus fort et qui m'a fait prendre de la distance physiquement. Bienvenue Laura. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir dans notre émission sur Mentor Show. Alors toi Laura, tu es actuellement en tournée pour ton spectacle et en plus de ça, tu es au théâtre quasiment tous les soirs de la semaine. Tu carbures à quoi clairement? Là, ça commence, c'est bien chargé en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Je dors pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup le temps de manger, de se reposer, mais bon, c'est chouette. Ça se passe super bien, donc c'est cool. Et justement, ça m'amène au thème que j'aimerais aborder dans cette interview. J'aimerais vraiment qu'on se parle du dépassement de soi, parce que là, pour le coup, c'est quand même assez hallucinant. Ton parcours, ton planning, ce qu'il faut mobiliser comme force, comme compétence, comme capacité pour tenir sur le long terme, pour réussir aussi, arriver à percer. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'exercice qu'on est en train de faire, par exemple, qui est quelque chose qui peut sembler tout simple, pour toi, ça nécessite une préparation. Alors que tous les soirs, tu te retrouves devant des centaines et voire des milliers de personnes, quoi. Ouais, c'est vrai que j'imagine, je suppose que tu parles de mon diagnostic du trouble autistique que j'ai eu il y a maintenant 4-5 ans. Et c'est vrai que ça me rend toute situation sociale compliquée et stressante. Et la scène, il y a quelque chose qui se passe qui est un peu différent. Mais en gros, quand je parle d'autisme, pour l'expliquer, j'explique juste qu'en gros, pour moi, tout est compliqué à partir du moment où je sors de chez moi et que je dois confronter le monde extérieur. Tout est compliqué et stressant. Alors à la fois, ça donne un message d'espoir parce qu'on se dit on peut avoir des troubles autistiques et réussir à être chaque soir face à des centaines ou des milliers de personnes. Comment t'expliques tu as ces troubles-là et que tu arrives à faire ça? Je trouve ça fou en fait. On se demande mais par quoi il faut passer? Comment on réussit à faire le pont? En fait, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai très vite compris que tout me faisait peur et que si j'écoutais ces peurs, en gros, j'allais rester enfermée chez moi et ne jamais sortir de chez moi. Et je me sentais souvent différente, souvent à côté de la plaque, etc. Et j'ai eu envie en fait de contrer ça. Et pour contrer ça, j'ai essayé d'aller finalement vers tout ce qui me faisait peur parce que je savais que c'était pour moi finalement une question de survie parce que sinon j'allais jamais rien faire de ma vie. Et il y a eu aussi une envie un peu de revanche sociale. Parce que j'ai toujours été du coup très timide, très en retrait, très réservée. Et en fait, du coup, on a toujours eu un peu cette image de moi. Je le ressentais. On se disait c'est une fille qui a pas grand-chose à dire, qui est peut-être pas très intéressante, qui est très timide. Et j'ai eu envie d'aller contre ça et finalement de monter sur scène pour dire en fait c'est pas parce que dans la vie je suis comme ça que j'ai pas aussi des choses à dire et que je peux pas surprendre dans les clichés qu'on peut avoir sur moi. Tu te souviens de toi comme étant un enfant un peu différent à part? Ouais. Dans tes premiers souvenirs, aussi loin que tu puisses remonter dans ton enfance? Ouais, complètement. Tu te rappelles de quoi? J'ai senti très vite que ce que je faisais surprenait les autres. Donc ça peut être vraiment des comportements très simples, mais par exemple quand j'étais à l'école, quand j'étais toute petite, sur l'heure de midi, j'allais aller sur la table, manger où il y avait personne, j'allais toujours à la récréation, j'allais toujours dans un coin où il y avait personne et les professeurs venaient me voir en me disant mais pourquoi tu restes toute seule? Mais je voyais dans leur regard que ça leur semblait très bizarre et parce que les autres voulaient tous être ensemble et tout de suite j'ai compris je fais des choses qui ont pas l'air normales pour les autres. T'avais la conscience de ça? On le comprend très vite en fait parce que même à la maison quand il y avait des réunions de famille, mes cousines, ma sœur, tout le monde jouait ensemble et moi j'allais jouer toute seule dans ma chambre. Donc on venait me dire mais pourquoi tu te mêles pas aux autres et pourquoi tu vas pas avec les autres? Donc je sentais que dans leur regard que c'était étrange et très vite en fait on comprend qu'il faut absolument masquer ça et essayer d'arriver à avoir l'air plus normal. Et c'est là que c'est tout petit en fait qu'on commence à mettre en place une sorte de masque social. Ah ouais. Qui va contre ce qu'on aurait envie de faire naturellement, mais parce qu'on se dit en fait, sinon vraiment on va me regarder, tout le monde va me trouver bizarre. Comment tu faisais toi? En fait c'est ça, c'est aller contre et regarder ce que font les autres, copier ce que font les autres. Ah ok, ce qui a l'air normal c'est d'être tous ensemble et discuter tous ensemble. Alors il faut y aller, même si c'est compliqué, qu'on connaît pas trop les codes. Et c'est se mettre tout le temps
Dans le challenge. Ouais, dans le challenge, mais c'est assez épuisant au bout d'un moment, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui font des burn-out à 20 ans, 30 ans, parce qu'il y a un épuisement sur la durée. Mais c'est assez instinctif en fait, cette envie de se conformer. Comment tes parents, toi, ils réagissaient à certains de tes comportements? Mes parents, ils ont toujours senti qu'il y avait quelque chose. Parce que surtout quand j'ai commencé à aller à l'école, c'est devenu un cauchemar parce que pour moi l'école c'était une énorme source d'anxiété. Ah ouais. Et donc c'était des crises de larmes et des crises d'angoisse où c'était impossible pour moi d'y aller. Donc ils se sont dit mais comment on va faire mais à l'époque on parlait pas beaucoup d'autisme, Ouais. donc c'était pas du tout connu et puis surtout on avait des images très clichés sur l'autisme qu'on a encore aujourd'hui. On commence un peu à déconstruire les clichés, mais on est encore loin. Et donc ils ont pas forcément mis ils ont pas cherché plus loin en fait. Ils se sont dit de toute façon finalement à l'école oui c'est compliqué mais j'avais quand même des bonnes notes, j'arrivais à m'en sortir, j'arrivais à ce que ça passe inaperçu finalement. Donc ils ont pas été plus alarmés que ça. Ils s'inquiétaient pas plus que ça ou mine de rien tu sentais que ça travaillait et Je crois qu'ils s'inquiétaient quand même, ouais. Mais ils avaient tendance à me dire bon bah allez, à vouloir me pousser, à me dire bah allez ça va aller, bah oui personne n'aime l'école mais bon allez, parce que forcément quand t'as pas les clés tu sais pas pourquoi je réagis comme ça, donc ils avaient plutôt tendance à me pousser, ce que je peux comprendre, mais du coup ça met aussi beaucoup de pression. Est-ce que tu penses que c'était finalement une bonne méthode, peut-être de faire comme si de rien n'était et de vouloir te faire mener une vie normale, ou est-ce que tu t'es dit peut-être qu'il aurait fallu avoir un comportement plus adapté à ce que je ressentais ou ce que je vivais? Parce que parfois c'est ce qu'on fait quand on a un enfant qui a un trouble, on dit bon allez reste avec les autres, fais comme les autres, ne te mettons pas dans quelque chose de spécialisé pour que tu te sentes pas justement stigmatisé ou exclu. Oui, je pense que l'idéal vraiment c'est d'avoir le diagnostic. Et à partir du diagnostic, c'est dire ok, où est-ce que je suis capable d'aller, de me forcer un peu, et quelles sont mes limites pour respecter mes limites. Je pense que c'est là qu'est la clé, parce que c'est vrai que c'est bien aussi parfois ça. Si de temps en temps je me disais pas allez, il faut dépasser un peu mes limites, j'aurais rien fait dans ma vie. Mais il faut quand même les connaître parce qu'il faut arriver à jauger. Ok, là par contre maintenant j'ai vraiment besoin de repos, sinon ça va pas aller. Donc l'idéal c'est d'avoir le diagnostic pour pouvoir agir en fonction. Alors tu nous as amené une photo, c'est le principe de l'émission. Tu nous as amené 2 photos, notamment celle-ci. Alors est-ce que tu veux bien nous la décrire et nous dire pourquoi tu l'as amenée? Ouais, c'est une photo avec ma sœur. Là on est sur la route des vacances. Ça doit être au mois d'août et en fait, moi, j'ai toujours adoré les trajets quand on partait en vacances. C'est limite le moment des vacances que je préférais, c'est être tous ensemble dans la voiture, à écouter de la musique, avec ce frigo box qu'on a eu toute notre enfance. Ah oui, t'es bien là, hein? Ouais, je suis là. Okay. Tout à fait, ouais. Vous avez quel âge, là, toutes les deux? Là, je dois avoir, oh là là, peut-être 5-6 ans. Ouais. Et ma sœur doit peut-être avoir 8 ans. Ok. Et c'est des super souvenirs parce que, ouais, c'est des souvenirs de départ en vacances où j'adorais s'arrêter sur les aires d'autoroute et manger notre sandwich sur l'aire d'autoroute. C'était vraiment le meilleur moment des vacances. Vous avez l'air d'avoir une super belle relation. Ouais, avec ma sœur, ouais, on est hyper différentes. C'est-à-dire que elle est très extravertie, elle est pas du tout dans le côté artiste, elle est avocate, elle est très rationnelle et on est complètement différentes. Mais c'est chouette parce que du coup, on se complète bien. Et moi, je sais que pendant mon enfance, ça a été chouette pour moi d'avoir une personne très extravertie à mes côtés, parce que ça me poussait aussi à la suivre et à voir les autres, à aller vers les autres. Et du coup, là, on voit que vous rigolez, comme 2 petites filles, comme 2 sœurs qui sont contentes d'être en vacances. Mais j'aimerais savoir, moi, à quel moment, je sais pas, ton humour est né, ou est-ce que c'est tes parents, avaient peut-être beaucoup d'humour, ils vous ont transmis aussi cette façon de rire des choses de la vie. Est-ce que tu penses que toi, c'était inné chez toi? À quel moment t'as eu le sentiment d'être drôle, quoi, clairement, tu vois? J'ai jamais eu le sentiment d'être drôle. C'est drôle de dire ça aujourd'hui, tu vois. Mais parce que justement, aux réunions de famille, etc., j'étais pas celle qui allait faire des blagues, parler à tout le monde. J'allais être tout le temps dans mon coin sur la réserve. Mais par contre, j'avais remarqué, j'étais très intriguée par le rire et par les gens qui faisaient rire. Parce que pour moi, le rire, c'était, je dis toujours, c'est un lubrifiant social, en fait. Ouais. Et comme c'était compliqué pour moi d'aller vers les autres, je me disais, c'est fou parce que toutes ces personnes qui font rire, elles
elles arrivent à... Enfin, ça rend la situation sociale beaucoup plus chouette et beaucoup plus vivante. Et je me suis dit, mais si j'arrivais à faire rire, peut-être ce serait la clé pour arriver à créer des contacts, à nouer des contacts. Donc, en fait, j'étais très intriguée, j'admirais les gens qui faisaient rire et je me suis dit, ce serait trop chouette si je pouvais arriver à faire ça aussi. Mais alors, on peut vouloir être drôle, mais comment tu démarres là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Comment tu arrives à faire rire? J'analysais beaucoup, je regardais beaucoup mes amis, les gens qui faisaient rire et je décortiquais. Ah oui, pourquoi ça fait rire? Ah, parce qu'en fait, ah oui, carrément. Ça. Ah oui, j'avais une analyse presque mathématique de la vanne. Et après, j'ai commencé à faire du théâtre et à me rendre compte que on pouvait avoir des textes qui pouvaient faire rire, qui pouvaient être bien préparés, bien construits. Et je l'ai vu comme un challenge et j'ai commencé à écrire des textes. Et j'ai toujours eu ce décalage, en fait. L'humour noir, ça m'a toujours, le cynisme, c'est des choses qui m'ont toujours attirée. Donc, je l'avais quand même en moi. Je le faisais pas dans la vie de tous les jours avec mes amis, mais c'est quelque chose que j'avais quand même en moi. À quel moment tu t'es dit, je fais du théâtre, peut-être au début en amateur, mais à quel moment tu t'es dit, là, il y a peut-être quelque chose, ou peut-être c'est quelqu'un qui te l'a dit, mais tu t'es dit, il y a quelque chose où je pourrais peut-être en faire mon métier? J'ai toujours voulu être sur scène. Okay. Dès que j'ai commencé, mes parents m'ont inscrite à des cours de théâtre, de dessin, de musique. Enfin, ils m'inscrivaient à toutes sortes de cours. Et le théâtre, vraiment, ça a été tout de suite une révélation. J'ai dit, mais ça, c'est sûr que je veux faire ça plus tard. T'avais quel âge à l'époque? Je devais avoir 8-9 ans. Ok. Assez tôt, finalement. C'est très tôt. Mais je trouvais ça incroyable, cette relation sociale, parce que c'est une relation quand même avec le public. Ouais. Qui me paraissait hyper lisible. Pour une fois, les codes sociaux étaient très clairs. C'est-à-dire que je suis sur scène, je parle. Il y a un échange qui est hyper fluide et qui me semblait très attirant pour moi qui avait des difficultés à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. C'est que la scène, tout de suite, ça a été... je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et t'avais 7-8 ans à peu près, tu disais? Ouais, c'est ça. J'avais 7-8 ans. Et en fait, c'était un lieu d'expression que j'avais pas dans la vie, quoi. C'est-à-dire que sur scène, je pouvais ne pas avoir ce masque social que j'ai dans ma vie de tous les jours. Sur scène, c'est là que je pouvais exister en étant juste moi, en acceptant toutes mes bizarreries. Là, aujourd'hui, quand je suis sur scène, en fait, je casse tous les codes du théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, on me dit toujours, il faut se tenir droit, il faut parler très fort, il faut pas tourner le dos au public. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, mais moi, en fait, j'ai envie d'accepter tous ces petits trucs que je fais qui sont un peu bizarres, je me tiens bizarrement, j'accepte ma timidité. Et j'ai finalement pu être sur scène ce que je suis pas dans la vie. Okay. C'est-à-dire, on laisse faire tomber le masque et être enfin moi. Mais c'est vrai que ça paraît toujours super paradoxal parce que tu te dis, mais j'ai des troubles autistiques, donc globalement, je vais avoir du mal à m'exprimer en public. Et puis là, de se jeter comme ça sur scène face à toutes ces personnes-là, c'est assez fou. Mais tel que tu l'expliques, on comprend mieux, pourquoi c'est plus simple finalement. Et toi, ça a fait office de thérapie? Je dirais pas vraiment thérapie. Je dirais juste que l'expression artistique, que ce soit la scène, la musique, l'écriture, m'a toujours permis d'exprimer, de sortir ce que j'avais en moi et tout ce qui était compliqué à vivre. Et je le vois pas comme une thérapie parce que ça change rien, ça m'aide pas à mieux supporter certaines choses, mais ça me permet de les sortir, d'en parler et de faire vivre qui je suis vraiment. Comment tes parents ils ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais être humoriste? Ils étaient pas très très chauds et ils m'ont dit en gros il faudrait quand même que tu aies un vrai diplôme entre guillemets, mais parce qu'ils avaient très peur. Il y avait pas d'artistes dans ma famille. Ouais. Donc en fait, ils connaissaient pas du tout ce milieu-là et ils m'ont dit mais comment, c'est impossible en fait, comment tu vas faire, t'auras aucune sécurité. Enfin voilà les trucs classiques des parents qui ont peur pour les enfants, ce qui est normal. Donc ils étaient pas très chauds. Mais personne n'était chaud autour de moi parce qu'en fait moi j'ai toujours été très réservée. Donc quand j'ai dit je veux monter sur scène, tout le monde s'est mis à rire, à dire mais toi tu vas monter sur scène? Bah oui, parce que c'était pas crédible. Ouais. Et très vite j'ai arrêté de le dire. Je me suis dit je vais le garder pour moi parce que personne n'y croit, mais mais moi j'y crois. C'est important ça. Et comment t'as fait alors pour mener ton chemin, sachant que l'entourage était moyennement chaud? Je me suis toujours dit que je pourrais pas compter sur les autres et que je pouvais compter que sur moi. Parce que au début, j'ai commencé à proposer à écrire des pièces, à proposer à des gens de bosser avec moi. Et personne n'y croyait en fait, parce que
Parce que j'ai à cause de ma timidité, du fait que c'est compliqué pour moi de créer du lien, tout le monde s'est dit mais jamais de la vie cette meuf elle va réussir à monter sur scène et à faire des choses bien. On mise pas sur elle quoi. Ouais. Et du coup je me suis dit ok, je peux pas compter sur les autres, ça c'est certain, donc il y aura que sur moi que je pourrais compter. Mais j'ai toujours eu une rage en fait, une envie incroyable et une rage de me dire je vais renverser le truc et je vais y arriver. Et finalement, toutes les personnes, et encore aujourd'hui, toutes les personnes qui ont essayé de me descendre, de me rabaisser, de pas croire en moi, je les garde avec moi parce que ça me donne une force aujourd'hui. Et c'est aussi un moteur. Ça a été dur au départ? Il y a eu beaucoup de personnes justement un peu malveillantes. Oui, ça a été dur au départ parce que... Quand tu dis au départ, c'est quand tu as commencé à faire tes premières scènes? Ouais. Et puis aussi, oui, je réfléchis aussi au casting, etc. Au début, forcément, quand on commence, on n'est pas bon, quoi. C'est normal. Et c'est à force d'échecs qu'on apprend. C'est sûr. Et donc oui, il y a plein de moments où tu as envie d'être découragé et de te dire bon, en fait où tu fais une date qui est pas bien, ça se passe pas bien. Au début, ça m'est arrivé de jouer devant des salles de 5-6 personnes et puis au fur et à mesure, les gens quittent la salle et au final, il reste quasiment plus personne, ouais. Et tu sors de là, tu te dis bon en fait, j'ai plus envie de m'infliger ça, mais très vite, ça durait une demi-heure et très vite dans ma tête, je me dis attends, parce que qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, parce que il a fallu très vite accepter que l'échec fait partie du processus. Et encore aujourd'hui, quand il y a des choses qui sont compliquées, je me dis je me sens nulle. En fait, j'essaie toujours de me dire c'est très très bien de me sentir nulle parce que ça veut dire qu'en fait, je suis en train d'apprendre quelque chose. Après, faut être, c'est compliqué. Non, mais d'où tu tiens ce mindset, quoi? Parce que tu vois, on pourrait très bien, surtout dans le métier que tu fais, c'est hyper difficile. Tu vas à un casting, on te dit non une fois, on te dit non 2 fois, on te dit non 10 fois. Ouais. Tu veux écrire des pièces, on te dit non. Donc tu te dis bon, au bout d'un moment, je suis peut-être pas faite pour ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans ta tête, il y a un truc qui s'enclenche et qui dit mais non, mais moi je vais réussir. C'est ce que je vais faire. Je vais y aller. Je me demande comment ça fonctionne et c'est un vrai enseignement de vie parce qu'on n'est pas tous comédiens, humoristes, etc. Mais dans la vie, on connaît tous des échecs et il y en a qui arrivent à s'en relever et d'autres non. Et du coup, je me demande, voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir en soi pour avoir le courage de continuer, de s'accrocher, de croire en son rêve, quoi, tu vois. Ouais, je pense que c'est vraiment lié à mon enfance, à mon trouble autistique qui m'a rendu tout compliqué. Et s'il y avait pas cette rage en moi de me dire, je vais essayer quand même d'y aller. Je vais rien faire de ma vie et c'est ce moteur qui a toujours été là dès le début et qui fait qu'aujourd'hui peut-être je lâche jamais le truc. Si ça marche pas, je me dis toujours il y a moyen, il faut trouver comment ça va marcher en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué et parfois t'as envie de baisser les bras et tout, mais c'est toujours se dire si c'est difficile, c'est que c'est bien. Et moi, chez moi, j'ai un mur où j'ai affiché plein de phrases comme ça, dans des cadres et tout, j'en ai plein qui me rappellent tout ça. Donc, parfois, quand j'ai plus envie d'y croire, je me rappelle, attention, si c'est difficile, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que ça va amener quelque chose de bien. Ok. Sortir de sa zone de confort, c'est hyper bien. Ok. Et je les relis tout le temps, je les ai en face de moi quand je travaille, je les relis, pour me dire, ok, faut jamais oublier ça. Tu racontes aussi dans ton spectacle, parfois que tu as des retours de fans un peu sexistes, déplacés, etc. Est-ce qu'au début, quand tu as démarré, tu as fait face au sexisme? Oui. Et au début, toujours en fait. Enfin, franchement. C'est toujours le cas, même aujourd'hui, oui. Avec la notoriété, la réussite. Ça arrive dans quelles circonstances? Ça arrive dans toutes les circonstances parce que ça peut très bien être au départ. J'ai joué dans une pièce avec un producteur qui était hyper misogyne et qui était d'ailleurs en procès pour harcèlement sexuel. Enfin, ça a été dès le début quand je suis arrivée à Paris et ça a continué après dans mon métier, parce que moi je parle de mon milieu, mais c'est dans tous les milieux, et ça peut très bien être des titres d'articles de presse où en fait pour une fille on va toujours faire attention au physique en fait, et c'est épuisant parce qu'on va toujours se demander, on va toujours analyser, commenter en tout cas le physique, alors que pour un mec qui fait du stand-up, on va plus commenter son contenu, son talent, ses propos, et pour une fille on va tout le temps, et ça au bout d'un moment ça va commencer vraiment à me saouler. Tu te souviens de remarques qui t'ont particulièrement
blessé, marqué Il y a eu beaucoup de titres de presse et je m'en souviens pas exactement qui faisaient toujours référence au physique. Donc ouais, puis, les cheveux blonds. Oui, tout. Ou alors un côté décrédibilisant. Ah oui. Je crois qu'une fois il y avait un article qui avait mis poupée gonflée, référence à poupée gonflable et en même temps, enfin, c'est toujours des trucs, des jeux de mots, des machins. Tu dis mais ça a rien à faire là en fait. Bah non, c'est sûr, ouais. Ou sur des plateaux, on va dire pour un mec, on va dire tout de suite voici le talentueux machin, et pour une meuf on va dire voici la très belle. C'est hyper chiant en fait. Et puis après c'est tout les à côté, c'est-à-dire que même les équipes. Là aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une équipe qui est géniale que j'ai choisie moi-même, mais au début c'était en fait, dès que t'es une meuf, dès que t'es un peu stressée, on va dire la pauvre, elle arrive pas à gérer ses émotions, faudrait qu'elle se reprenne. Alors que pour un mec, on va lui donner du crédit, on va se dire c'est normal, il monte sur scène, c'est stressant, ça doit être stressant ce qu'il fait. Et c'est toujours comme ça, il y a toujours ce double truc où pour une meuf, on va toujours décrédibiliser tout ce que tu es, tout ce que tu ressens, remettre en question toutes tes émotions, et ça c'est vrai que c'est vraiment chiant au bout d'un moment. Et t'arrives à passer outre ou ça t'affecte quand même? Comment tu gères maintenant que tu réussis? Est-ce que t'arrives à te dire bon écoute franchement c'est pas très important, ou finalement tu sens que parfois ça te marque et que ça peut t'handicaper, quoi, te gêner? Non, à chaque fois, ça m'énerve. À chaque fois, ça me rend dingue. Je suis en train de réfléchir. Oui, non, ça me rend dingue. Ce que j'ai trouvé comme solution, justement, c'est de créer moi-même mon équipe et de bosser ça, je voulais t'en parler, avec des gens que j'aime et qui me respectent et dans lesquels il y a un respect. J'ai créé ma boîte de prod aussi, qui s'appelle Be More Kind. Donc, c'est vraiment le côté de la bienveillance. On a mis en place les valeurs qui sont la bienveillance, le respect, le courage et on se tient vraiment à ces valeurs-là. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on engage dans l'équipe, c'est que des personnes où on leur dit voilà, l'important c'est le respect, la bienveillance, et c'est ultra important de s'y tenir. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir de te produire toi-même, c'est-à-dire de pas dépendre d'un producteur extérieur, d'avoir toi la main sur ce que tu fais, ce que tu produis, où tu vas? Pourquoi c'était important pour toi d'avoir cette indépendance? Parce que j'ai déjà toujours été très indépendante dans ma façon de travailler, c'est-à-dire que j'ai envie quand je travaille, c'est moi qui décide des affiches, du texte, de la mise en scène, enfin je suis un peu sur tous les fronts de la com, mes réseaux sociaux. J'aime bien gérer tout moi-même, et puis oui, j'avais vraiment envie de prendre mon indépendance, de créer mon équipe, de créer mes trucs, parce que c'est aussi mon ADN. J'aime bien gérer tous les aspects. Je comprends. Dans ton spectacle, tu abordes beaucoup de choses qui font écho à beaucoup de témoignages qu'on reçoit. Alors, tu as parlé de tes troubles autistiques, on parle aujourd'hui de ta réussite, suivre un rêve, etc. Et tu évoques aussi les violences conjugales dont tu as été victime. C'était pendant, je crois que tu tournais pour ton premier spectacle. Nous, c'est une thématique qu'on a souvent traitée chez nous, et du coup je me demande toujours à quel moment ça commence et à quel moment on se dit bon là c'est pas juste de la maladresse, il y a un truc qui déconne quand même dans ma relation et dans ce que j'ai vécu. C'est hyper compliqué en fait. Ouais. Parce que y a toujours le phénomène d'emprise psychologique en général dans ces relations-là. Et l'emprise, ça arrive très progressivement, et c'est très pervers parce que tu perds complètement le lien avec le côté, avec le réel en fait. C'est-à-dire que c'est l'autre qui prend possession de ton cerveau en fait, et au bout d'un moment, c'est très progressif. T'avais quel âge toi quand t'as commencé cette relation? C'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 7 ans. Ok, ouais. Et donc au début, en fait, on se rend pas compte. Et moi, je dirais même que quand j'ai arrêté la relation, j'étais pas encore totalement sûre de ce qui s'était passé, et j'étais toujours sous emprise, et j'étais pas vraiment sûre de prendre la bonne décision. Donc c'est après qu'on commence à vraiment digérer le truc, à se rendre compte, à comprendre. Et même encore aujourd'hui, j'ai des choses qui me reviennent. Je me dis c'est quand même incroyable comment j'ai pu accepter tel truc. Donc c'est un long chemin pour sortir de cette emprise. Et moi, je dirais toujours qu'il y a
il y a une partie, j'ai l'impression qu'il y aura toujours une petite partie de moi qui sera toujours sous emprise. Ah oui. Mais aujourd'hui, c'est plus cette partie qui décide de mes actions. Et c'est, voilà, c'est plus cette partie qui décide. Alors qu'avant, c'était cette partie-là. Et donc, cette partie-là, oui, peut-être elle est encore là, mais par contre, elle gère plus rien aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et c'est pour ça, je pense que c'est hyper important d'écouter les personnes qui parlent et les victimes, parce que quand tu commences à parler et tu commences à dire ok, il y a quelque chose qui va pas, c'est très très fragile. Oui. Et si en face de toi t'as une personne qui te croit pas, en fait t'es reparti pour je sais pas combien d'années parce que t'as osé parler et puis en fait ça a pas fait écho, donc ça te remet très vite dans le truc. Toi, tu en parlais avec tes amis? J'en parlais un petit peu, mais alors en fait t'en parles pas beaucoup parce que t'as très vite honte, parce qu'en fait, l'emprise fait que t'acceptes de plus en plus de choses et tu sais même pas au bout d'un moment comment t'en arriver à accepter tel truc parce que c'était tellement progressif. Du coup, t'es très vite dans la culpabilité et quand t'en parles, t'as peur du jugement des autres. Donc j'en parlais très peu. Et quand j'en parlais, c'est compliqué parce que les proches, ils ont tendance à te dire mais barre-toi en fait, mais t'es complètement folle de rester là-dedans. Tu racontais quoi par exemple? Je pouvais raconter pas tout. Je racontais parfois certains petits trucs de violence, mais en les minimisant beaucoup. Violence physique ou verbale? Violence physique, violence psychologique aussi. Et très vite, en face, t'as des gens qui te disent « mais t'es complètement folle de rester là-dedans ». Et ça, c'est compliqué parce que quand on te dit ça, on te juge et après, tu racontes plus. Okay. Et quand tu parles plus, c'est là que ça devient très dangereux parce que t'as plus aucun lien avec le réel. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir une personne qui m'a jamais jugée et qui, en fait, je lui parlais et c'était un ami à moi qui avait conscience de ce que je vivais, mais qui m'a jamais dit en fait, t'es complètement folle de rester là. Il essayait de me faire comprendre petit à petit, mais sans me juger. Et ça, c'est ce qui m'a sauvée parce que ça m'a permis d'être en lien avec quelqu'un qui, quand même, me faisait comprendre qu'il fallait que je m'en sorte, mais qui me l'a fait comprendre par moi-même. Et c'est ce lien avec l'extérieur qui m'a permis d'en sortir parce que sinon, une fois que t'as honte, tu coupes tout et puis tu pars pour je sais pas combien d'années, quoi. T'as vécu, donc, il te battait? Il y avait de la violence physique. Au début, c'était de la violence psychologique. Enfin, c'était tout en même temps. Puis c'était de la paranoïa, énormément de jalousie. C'était me suivre dans la rue, surveiller mon téléphone, mon ordinateur, mes affaires, tout. Et puis au bout d'un moment, t'as plus aucun contrôle sur ce qui se passe. Me couper aussi des relations extérieures. Donc, il y a telle personne, il faut plus que tu lui parles, aussi ou ça. Et c'est de la manipulation parce que c'est fait de façon très très subtile. Et tu t'en rends pas compte, t'as l'impression d'être en contrôle en fait. Mais en plus, ça devait être un enfer parce que tu étais dans ton premier spectacle et donc du coup, tu es au contact de je sais pas combien de personnes, tu as toute une équipe, donc ça devait accentuer aussi peut-être ce que tu vivais à la maison, le fait d'être comme ça entouré de plein de personnes. Si tu es avec un mec jaloux, maltraitant, etc., ça devait pas aider quoi. Non, et c'était très Enfin, t'es dans un tunnel parce qu'en fait, tous les soirs, je jouais mon spectacle, j'avais la tournée, c'était le moment où ça commençait vraiment à marcher. Ouais. Donc, il fallait pas lâcher ce moment-là. Il y avait les dates qui tombaient. Il fallait absolument être à fond sur scène. Et en même temps, quand je rentrais chez moi, ou même parfois avant le spectacle, c'était ces situations où c'était des engueulades interminables et des situations horribles. Donc, c'était un tel décalage. Et en même temps, c'était génial d'avoir la scène parce que ça me maintenait... Quand je montais sur scène en larmes, en loge 2 minutes avant, en disant à toute mon équipe, je vais pas pouvoir y aller, je peux pas y aller. Et en fait, une fois c'était eux qui me disaient, allez, vas-y. Et une fois que t'es sur scène et que t'as tout cet amour du public, tu dis, ah, mais ok, en fait, je suis quand même pas seule. Et ça m'a donné beaucoup de force. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où t'as senti que, t'avais touché le fond, que tu pouvais pas aller plus loin dans cette histoire et qu'il fallait que tu t'en sortes? Est-ce que t'as eu le déclic? Ouais, j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic. Il y a un moment, c'était trop. J'étais tombée trop bas et je pense qu'il a été trop loin parce que tout était fait très subtilement, mais il a fait l'erreur une fois d'aller trop loin. Et là, j'ai commencé à me dire c'est pas possible, il peut pas y avoir de l'amour parce qu'en fait j'étais amoureuse et il me disait qu'il m'aimait, donc tout ça se mélange, c'est 1 million d'émotions qui se mélangent. Mais à un moment donné il a été trop loin et je me suis dit là, à mon avis il peut pas y avoir d'amour et ça en même temps. Et c'est là que j'ai commencé à
à faire le chemin tout doucement dans ma tête. Et ça a pris plusieurs mois parce qu'après on s'est quand même remis ensemble. Mais dans ma tête, il y avait quand même ce truc de me dire attention parce que je crois qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Et ouais, c'est long. Hein. C'est un processus qui est très long. Et le moment où on décide de partir, parce que tu devais habiter avec lui, comment ça se passe? Tu fuis? Comment tu dis je veux m'en aller? C'est ça le plus dur souvent. Parce qu'on dit mais il faut se casser. Là, il faut sortir de cette situation. Comment on sort quand on est ensemble dans un appartement, on vit avec quelqu'un, on est sous emprise, et puis nous, on s'est rendu compte que là, on pouvait plus. On habitait pas complètement ensemble parce que moi, j'étais encore entre la Belgique, Paris, la tournée, donc on n'habitait pas complètement ensemble. Donc tu avais encore des sas de liberté, tu veux dire? Oui, j'avais des moments où j'étais toute seule chez moi. J'habitais à plusieurs endroits avec la tournée, Paris, la Belgique, tout ça. Et comment on sort de la relation alors? Parce qu'on a peur aussi des conséquences qui peuvent arriver, quoi. Oui, surtout que c'est au moment où l'autre se rend compte que tu commences à vouloir partir qu'il y a encore plus, que tout prend encore plus d'ampleur. En fait, ce qui était dur... Enfin, il a fallu tenir bon, prendre la distance physique. En fait, moi, j'ai eu l'impression que c'était mon corps qui disait il faut partir, mais que ma tête voulait pas partir. Mais c'était une sorte d'instinct de survie où il y a eu un truc de dire non, là, il faut partir. Mais ça me brisait le cœur. J'étais encore amoureuse et c'était très compliqué. Mais il y a une sorte d'instinct de survie qui était plus fort et qui m'a fait prendre de la distance physiquement. Et après, à tenir le coup mentalement pour pas y retourner. T'en avais parlé avec tes parents? Non. T'avais honte? J'en ai parlé quasiment à personne, à part cette amie dont je parlais tout à l'heure. Surtout pas à mes parents, ma famille, parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Et puis surtout, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. C'est ça qui est dingue. C'est ça l'emprise. C'est que l'autre te fait croire que c'est toi qui as les commandes. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que tu culpabilises parce que tu te dis mais alors qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Et t'as vraiment l'impression d'avoir les choses en main. Est-ce que tu comprends après coup comment ça se fait que t'as accepté de vivre ça pendant plusieurs années? Je crois qu'il y a une partie qui est clairement liée à l'autisme. Oui. Parce qu'en fait, le trouble autistique fait que toute ta vie, t'as essayé, pour survivre, t'as dû te conformer et comprendre ce que l'autre attendait de toi et essayer de te conformer à ça. Donc t'as dû comprendre la relation sociale, ne pas être différent, ne pas ne pas te positionner pour toi. Parce que la survie, c'était comprendre ce que l'autre attendait de toi. Et dans une relation sociale où les autres sont bienveillants, bah très bien, tu comprends que là, tu comprends les codes sociaux et t'arrives à te conformer. Mais quand il s'agit de sortir de cette relation-là et de percevoir que l'autre n'est pas bienveillant, c'est très compliqué parce que c'est pas ce que t'as instinctivement mis en place pour survivre. Donc je pense que c'est pour ça que les personnes autistes sont souvent très manipulables. Et donc je crois qu'il y a une partie de ça, puis il y a une partie de j'étais hyper amoureuse, vraiment. Et en fait, il y a un truc dans ce genre de relation où les émotions sont complètement décuplées. C'est-à-dire que quand l'autre sait très bien ce dont t'as besoin, et quand t'es heureuse, t'es genre hyper heureuse. Et quand t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Ce qui fait qu'en fait, ça installe une sorte de dépendance. C'est comme une drogue. Parce que quand t'es vraiment pas bien, tu dis mais c'est pas possible en fait. J'ai vécu ce truc incroyable. Comment je fais pour y retourner? Et t'es prêt à tout. T'es prêt à tout pour y aller. C'est vraiment un truc de dépendance qui s'installe. Est-ce que le fait d'écrire sur ça pour ton deuxième spectacle, ça t'a aidé à avancer? Je sais pas si... Pourquoi t'as décidé d'en parler au final? Parce que c'est très perso, finalement tu le racontes, alors sur le ton de l'humour forcément, mais on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de dramatique. Pourquoi t'as décidé d'exposer tout ça et de le jouer dans ton spectacle? Ouais. J'ai eu envie d'en parler parce que quand on est artiste, je pense qu'il y a toujours ce truc de parler de tout ce qui va pas et de pas avoir peur des zones d'ombre en fait. Donc instinctivement, quand j'ai commencé à écrire, c'est tout ça qui est sorti. Puis aussi le fait d'avoir lu énormément de témoignages de personnes qui avaient vécu ça et de me dire moi, ça m'a fait prendre conscience de ce que je vivais, et si
mon témoignage peut aussi aider, ben peut-être qu'en fait ça n'aura pas servi à rien. Donc et ça je l'ai assez vite senti quand j'ai commencé à jouer, c'était très dur et c'est encore dur aujourd'hui j'ai pas envie de parler de ça honnêtement quand ces moments-là du spectacle, ils sont pas hyper chouettes à jouer. Et même après l'avoir joué 160 fois. Mais par contre, quand je sors et que j'ai des personnes, et c'est hommes et femmes qui viennent me dire bah, moi en fait ça m'a fait prendre conscience de ce que je suis en train de vivre et merci parce que vous avez mis les mots sur ce que j'ai vécu, ça m'a fait du bien. Je me dis bon, ok, ça fait du bien et je le fais pas pour rien. Je comprends. Alors justement, dans ce spectacle, tu parles des violences conjugales que tu as vécues. Tu parles aussi beaucoup du handicap et ça passe avec beaucoup d'humour noir et c'est assez incroyable d'entendre tous ces rires dans la salle avec toutes les blagues que tu peux faire et la façon dont tu abordes tout ça. Il y a d'autres humoristes avec lesquels c'est pas passé et qui ont eu d'autres problèmes dans le passé pour des blagues, sur le handicap et toi, voilà, tu réussis ce pari assez fantastique et du coup je pense à ça parce que tu m'as amené une autre photo et j'aimerais bien que tu nous en parles aussi. Donc on reconnaît oui, ton compère c'est Guillaume Batz, on était très amis, ça fait maintenant 1 an qui nous a quittés. Parle-nous de lui, comment vous vous êtes rencontrés, pourquoi tu nous as amené la photo. On s'est rencontrés sur un festival d'humour. Et en fait, tout de suite, on s'est vannés tous les deux. T'en étais à quel stade de ta carrière, toi? C'était tout au début. C'était il y a 12 ans, je pense, plus ou moins. Et en fait, tout de suite, on s'est vannés. Lui, il y a eu tout de suite ce truc sans filtre qu'on a gardé toute notre relation et on se parlait tous les jours avec Guillaume. On était très très proches et on se parlait, mais on se disait les pires horreurs et on se disait toujours, mais s'il y a des gens qui lisent ces conversations, ils vont nous prendre pour des oufs. Mais c'est ça qui nous liait en fait, c'est le fait d'être sans filtre et sans tabou. Il a eu quoi comme maladie, Guillaume? Il avait la maladie des os de verre. Qui est en fait une maladie qui fait qu'en fait il faut faire hyper attention parce que tu peux te casser tout le temps en fait, le moindre truc. Ça implique aussi plein de malformations, ce qui fait que il avait des difficultés pulmonaires, cardiaques, etc. Et c'est ça qui l'a emporté. Mais il était tellement, il s'en foutait tellement. Tu pouvais tout lui dire et moi, je le voyais même plus. Je l'ai jamais vu comme une personne handicapée, en fait, parce que il était tellement sans filtre, on était tellement proches. En quoi vous vous êtes reconnus, tu penses, quand tu l'as rencontré? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné si bien, cette amitié? Parce que je pense que pour tous les deux, l'humour c'était un peu une forme de survie. Ouais. Pour lui, il disait toujours que l'humour il faisait de l'humour parce qu'en fait ça détendait l'atmosphère quand les gens le rencontraient. En fait, les gens avaient une sensation un peu de qu'est-ce qu'on fait, comment on doit lui parler, est-ce qu'on doit être triste pour lui, comment on gère cette relation-là. Et lui, tout de suite, il faisait une vanne parce que les gens disaient ah ok, en fait, il s'en fout, tout va bien, on peut rigoler. Lui, c'était sa façon de survivre. Et moi, ça fait aussi écho, c'est que l'humour, c'était aussi ma façon de survivre dans la relation sociale. Donc en fait, tout de suite, ça a matché tous les deux. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es fière de ton parcours? Oui, oui, parce que je vois quand même d'où j'ai commencé au moment où personne ne croyait en moi et ça a été dur et il a fallu être toute seule longtemps. Là, j'ai mon équipe qui me soutient et c'est génial, mais longtemps il a fallu être toute seule. Et parfois quand je joue, j'aime bien écouter quand je monte sur scène, j'aime bien écouter les gens dans la salle en coulisses avant de commencer et me dire waouh, ces gens-là ils sont là parce qu'ils viennent me voir moi. Et en fait c'est pas tant de la fierté, c'est presque de la surprise. Je me dis oh, c'est incroyable. Et j'essaie souvent de me rappeler de me dire c'est quand même chouette, c'est quand même bien, il y a quand même eu. Puis j'ai tellement travaillé, je travaille tout le temps. Donc je sais tout ce que j'ai mis dedans aussi. Est-ce que tu penses que la clé, c'est
pour toi, ça a été de jamais cesser d'y croire, jamais cesser de bosser. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que ça a marché? Tu aurais pu abandonner des milliers de fois, des milliards de fois peut-être? C'est quoi, tu penses, selon toi, la clé pour arriver à son objectif, son rêve, quand on part peut-être pas avec toutes les chances, qu'on a un handicap? Qu'est-ce qui fait que, selon toi, on peut se donner les chances d'y arriver? Je crois que une des clés, c'est de pas écouter les autres. Parce que quand on débute, enfin même encore aujourd'hui, on a tendance à prendre les avis un peu de tout le monde et ça, c'est la pire chose à faire. Oui. Je pense, pour moi en tout cas, si j'avais écouté les gens qui me disaient fais pas cet humour-là parce qu'en fait ça va trop loin, les gens vont jamais te suivre, c'est pas fédérateur, machin. Si j'avais écouté tous les gens qui m'ont dit ça, alors que moi je me disais mais non, l'humour noir, j'ai l'impression au contraire que c'est fédérateur parce que c'est très humain de faire de l'humour quand on vit quelque chose de difficile. Donc je me suis toujours dit non, il y a un truc qui est très humain là-dedans. Et donc j'ai toujours cru dans ce truc-là. J'ai essayé de pas écouter tout ce qu'on me disait et aussi surtout de tout ce qui était différent chez moi et tout ce qui était des faiblesses, de me dire je vais essayer de surtout pas les cacher, de surtout pas me conformer, parce que être artiste c'est tout le contraire de se conformer. Donc justement tout ce qui fait que je suis différente et toutes mes faiblesses, il faut que je les mette en avant. Parce que c'est là que je vais avoir quelque chose d'original. Et voilà, c'est croire dans tout ça, je pense. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi.